Salut à tout le monde. Les fourmis possèdent des particularités fascinantes que nous ne connaissons pas. De plus, elles sont bien considérées dans les 3 livres saints, à savoir la Torah, la Bible et le Coran. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques secrets de ces petits insectes. Bien sûr, suivant la modeste recherche que j'ai faite à ce sujet. Je ne suis ni entomologiste, ni même un myrmécologue, mais tout simplement un fan de cette petite bête que j'adore. Merci de laisser vos messages. À bientôt. Dans ce petit jardin, en été 2001, il y avait des fourmis sur les cordes à linge. J'étais en train de les filmer. Leur va-et-vient m'avait attiré l'attention. Et pourtant, il n'y avait pas de nourriture sur les cordes, sauf un pantalon, une vieille éponge de massage et des pinces à linge. J'ai gardé ce vidéo jusqu'à ce jour pour partager avec vous. On a découvert que les fourmis sont apparues au cours de la période Crétacé, il y a environ 130 millions d'années. Ils ont survécu au Crétacé tertiaire qui a tué les dinosaures ainsi qu'à l'âge de glace. Avec près de 1,3 million d'espèces décrites existant encore, les insectes constituent la plus grande part de la biodiversité animale, définie par le nombre d'espèces. Parmi ces espèces, il y a la fourmi, dont 12 000 déjà connues à ce jour. Ma fourmi que vous voyez sur la corde appartient à la sous-famille des myrmécines, les plus répandues au Maroc et aussi en France, dont nous en parlerons par la suite. Dans cette section, on va se contenter à la tête de la fourmi, qui est le support des antennes et des mandibules. Comme tous les insectes, la fourmi présente un corps divisé en 3 parties, ce qu'on appelle segments. Il y a la tête, le thorax et l'abdomen. On trouve également des yeux qui sont parfois elliptiques ou circulaires, 2 mandibules servant à saisir et à broyer la nourriture. Les antennes, extrêmement mobiles, ce sont des organes sensoriels destinés à la communication et à la perception. Elles comprennent la funicule et le scape. Et enfin les pattes qui sont en nombre de 6 et qui se terminent chacune par 2 griffes. Il existe des fourmis rousses, noires, rouges, voire même vertes. Les fourmis rousses, appelées encore fourmis des bois, vivent dans les forêts de conifères en plaine et en altitude. Elles construisent des dômes qui peuvent atteindre 1 mètre cube, avec une ancienneté d'une centaine d'années. Ces dômes peuvent abriter plus d'1 million d'individus. La fourmi noire fait son nid en plein air.
et pénètrent régulièrement à l'habitat pour chercher de la nourriture. Dans la maison, elles raffolent les aliments sucrés et dans les jardins, elles s'attaquent aux plantes. Les ouvrières sont de couleur noire, mais la reine est brune et mesure jusqu'à 15 mm de long. Les fourmis rouges se caractérisent par leur aiguillon capable d'infliger des piqûres mortelles aux insectes et douloureuses pour l'homme. Ainsi, les fourmis rouges du genre Myrmica, fréquentes dans les jardins, ont une mauvaise réputation dans ce sens. La fourmi verte d'Australie installe son nid dans les arbres. Après avoir collecté toutes les feuilles nécessaires pour le nid, elle commence à les étaler en les collant les unes aux autres par la soie produite par les larves. C'est ainsi qu'on l'appelle la fourmi tisserande. Dans une fourmilière, il y a 3 types d'individus. Une femelle fécondée ailée, ça veut dire avec des ailes. Les mâles ailés et sexués. Et enfin, des ouvrières non ailées et asexuées. La reine arrache ses ailes avant la ponte. Elle vit plusieurs années, de 28 ans jusqu'à 40 ans. Son seul souci est de pondre des œufs pour la survie de sa progéniture. Le mâle, il a une petite tête, les yeux et les ocelles plus gros et il n'a pas d'aiguillon. Une fois adulte, il est prêt pour l'essaimage. Il s'accouple avec les femelles dans l'air ou sur le sol et il meurt rapidement après la fécondation. La fourmi majeure, appelée encore soldate, a pour mission de défendre la colonie contre des ennemis, mais aussi de conquérir de nouveaux territoires pour plus de nourriture dont la cité a besoin. La longévité de la fourmi est variable selon les espèces. En général, on a constaté que les reines vivent de 10 à 35 ans, même plus, les mâles quelques jours seulement, et les ouvrières environ 4 à 6 mois. Le nombre exact d'espèces de fourmis au Maroc varie en fonction des révisions taxonomiques qui sont en permanence effectuées par les scientifiques spécialisés de la morphologie ou de la génétique des fourmis. Il y a actuellement environ 15 700 espèces de fourmis connues dans le monde. Les scientifiques estiment qu'il existe entre 20 000 et 40 000 espèces de fourmis, dont la plupart ne sont pas encore décrites à ce jour. La faune des fourmis au Maroc est très variée. On dénombre actuellement 38 genres et 230 espèces recensées, suivant une étude publiée en 2013. Le Maroc est le plus individualisé et le plus varié des 3 pays du Maghreb.
Pour connaître bien la faune myrmécologique au Maroc, une étude taxonomique de 11 103 individus des espèces capturées dans le parc national de Tell au Rif marocain a révélé la présence d'au moins 40 espèces de fourmis, réparties en 3 sous-familles et 13 genres. D'après la liste des fourmicidés émise par le parc national de Tell 13 espèces sont qualifiées de très rares, alors que les espèces Piodol pallidula, Lasius grandis et Camponotus cruentatus s'avèrent les espèces les plus abondantes au Maroc. Les causes de cette diversité au Maroc sont les suivantes. Tout d'abord, l'ancienneté géologique. Les atlas ont émergé au Crétacé. La situation géographique du Sahara marocain à la côte atlantique en passant par le Moyen Atlas et de la côte méditerranéenne proche de la péninsule ibérique vers le Maroc oriental et aux pays du Maghreb. Il y a aussi la vigueur du relief, des massifs au sommet dépassant souvent 3000 mètres et des vallées profondes contrastent le pays. À vrai dire, au moment où j'étais en train de filmer cette vidéo, je n'avais pas pensé à mesurer la taille de cette fourmi. Mais, si on voit de plus près la corde à linge, on constate que entre la couleur bleue et rouge, il y a 13 mm. Alors, notre petite fourmi peut mesurer approximativement 9 mm, ce qui est le cas pour les fourmis noires des jardins. D'une façon générale et selon les espèces, les fourmis mesurent de 0,5 mm à 4 cm. À l'Arrache par exemple, au nord du Maroc, j'ai trouvé des fourmis qui mesurent à peu près 1,5 mm. Il y a aussi la petite fourmi qui s'appelle Solenopsis fugace qui ne dépasse pas 2 mm. À l'opposé, on trouve des fourmis géantes comme par exemple Dinoponera grandis du Brésil qui peut atteindre jusqu'à 4 cm et plus. Concernant maintenant la vitesse, la fourmi peut courir plusieurs kilomètres par heure. Par exemple, la Cicindila hudsoni est capable de foncer à 2,5 mètres par seconde, soit 9 km par heure. Il y a aussi la Cicindela hiberniola et la Cataglyphis bombicina. Nous allons maintenant calculer la vitesse de notre fourmi qui est sur la corde à linge. J'ai pris une hypothèse de base, c'est qu'il n'y a pas de nourriture sur la corde, donc le rythme de vitesse est normal. J'ai utilisé dans mon studio une même corde que celle que vous voyez, mais avec des traits de couleurs différentes. Alors, pour mesurer ces deux lignes, qui sont vertes sur le film, j'ai pris ici la couleur bleue comme extrémité. Comme vous voyez, la distance entre ces deux extrémités bleues me donne 17 mm, que je prendrai comme unité de base. Alors je note 17 mm. Bon. Sur l'image que vous voyez, le compteur est à 0. Notre fourmi est arrêtée sur le point de départ.
Elle est prête à parcourir la corde pour une durée de 6 secondes. Or, pour pouvoir compter les unités de mesure, je vais passer le film au ralenti. Comme vous voyez, par exemple, le numéro 7 désigne la 7e unité de mesure sur la corde, c'est-à-dire 7 x 17 mm. 3, 2, 1, 0, c'est parti. Donc la fourmi est en train de parcourir maintenant les unités de mesure que nous pouvons compter facilement. Le compteur vert que vous voyez en bas nous indique le nombre d'images par seconde. Stop. Donc total des unités 24. 24 que multiplie 17 mm égale 408 mm, c'est-à-dire 40,8 cm ou encore 0,408 mètres. Or, pour convertir en km par heure, nous avons pour 6 secondes 0,408 mètres et pour 60 secondes, c'est-à-dire 1 minute, nous avons 0,408 que multiplie 60 divisé par 6 égale 4,08 mètres. On conclut donc, pour 1 heure, nous avons 244,80 mètres. Regardons maintenant la vidéo en temps réel, c'est-à-dire à 30 images par seconde. À titre de comparaison, on a enregistré 20 cm pour Messor Barbarus, c'est-à-dire la moitié de la distance qu'a fait ma fourmi. Les fourmis utilisent les antennes pour passer les messages entre elles. Ces antennes sont le siège de la détection chimique et aussi tactile. Mais il y a aussi d'autres genres de communication, à savoir la vision et le son, que nous allons traiter dans une prochaine émission. Les antennes sont recouvertes de centaines de petits poils appelés sensiles. Ces sensiles sont comme un grand capteur de molécules interceptées dans l'air, et chaque sensile est spécifique à une substance chimique particulière. La vision ne joue qu'un rôle mineur dans la communication chez la fourmi. Les yeux sont constitués d'un ensemble de petites unités appelées omatidie. Plus le nombre d'omatidie est élevé, plus la vision est précise. Certaines fourmis ne voient qu'en noir et blanc, alors que d'autres espèces voient en couleur. La lumière blanche est constituée de différentes couleurs. Chaque couleur est désignée par une longueur d'onde spécifique. La lumière ultraviolet et infrarouge sont invisibles pour l'œil humain. La lumière laser et les appareils à lumière intense pulsée, qu'on appelle LED, produisent une lumière capable de pénétrer
de plusieurs millimètres dans la peau d'une créature vivante. De ce fait, les LED blanches par exemple produisent des spectres à plusieurs longueurs d'onde, ce qui dérange les fourmis et les rend effrayées. Les fourmis ne perçoivent pas la couleur rouge comme les abeilles. Lorsqu'on éclaire en lumière blanche par exemple, les fourmis s'agitent en tous sens. Si par contre on choisit un éclairage rouge, les fourmis restent calmes. Les fourmis que vous voyez ici sont plus actives lorsque le soleil est couché. Pour pouvoir voir clair dans leur nid et éviter de les effrayer, on peut utiliser une lampe torche avec un filtre rouge. Les fourmis ne sont pas perturbées par la lumière rouge. Je vais colorer maintenant mon dessin tout en parlant de la communication chimique chez la fourmi. La fourmi possède des glandes endocrines qui libèrent des substances chimiques odorantes qu'on appelle les phéromones. Ces phéromones contiennent tout d'abord des informations précises sur la fourmi. C'est comme par exemple sa carte d'identité personnelle. Et quand elles sont libérées, elles transmettent des informations sur une situation particulière. Un danger, une localisation de nourriture, une demande d'aide, un recrutement, etc. Les antennes de la fourmi recueillent donc ces renseignements ou ces messages d'une façon mystérieuse. Chaque sensile de ces antennes est spécifique à une molécule chimique particulière. Parmi ces molécules, il y a hexanol, indécanone et butylocténal. Si le message est constitué par plusieurs phéromones, la fourmi qui va le recevoir va capter les molécules les unes après les autres jusqu'à former un code correct d'interprétation qui va être capté par l'antenne de la fourmi. Si on prend par exemple la glande mandibulaire, celle-ci, elle libère à la fois une sécrétion fluide pour ramollir la nourriture et aussi une substance chimique qu'on appelle citronellol ou du citronellal qui ont respectivement un rôle de défenseur et de déclencheur d'alarme. Alors, puisqu'on parle de molécules, on peut établir une équation linéaire de la forme AX plus B, dont X est la glande, petit a est la production des substances chimiques et petit b le complément associé à ces substances. Il y a également la glande du four qui libère des phéromones qui tracent un chemin ou une piste odorante sur le sol.
Cette glande, elle a un rôle actif chez les fourmis esclavagistes qui ont leur glande mandibulaire réduite. Il a aussi plusieurs rôles, par exemple dans les raids de pillage, dans le recrutement des congénères. Il intervient aussi dans les comportements de panique afin de disperser les foules des fourmis. La glande métapleurale sécrète des antiseptiques sur l'exosquelette pour éviter la prolifération de bactéries et de champignons. Il produit aussi un phéromone qu'on appelle passeport. Regardons maintenant de plus près cette fourmi qui va faire un petit demi-tour. Alors pourquoi? Regardez bien. Voici les deux fourmis. Regardez. Voilà, elle a retourné. Vous voyez? Donc, est-ce qu'elle a peur de l'autre qui vient en face de sa direction? Ou tout simplement, il a trouvé un message sur la corde à linge lui demandant de retourner? Possible, il n'y a plus de nourriture. Ces antennes sensorielles sont composées de 11 segments. Le premier est lent, appelé scape. Le deuxième forme le coude. Les 9 autres sont de petite taille. On a vu tout à l'heure les sensiles qui recouvrent les antennes. Avec ces petits organes, la fourmi peut percevoir des dizaines d'informations, comme par exemple l'odeur, la texture et aussi le goût d'un objet. Comme on a vu précédemment, les pattes de la fourmi se terminent par des griffes. Elles sont composées entre autres par les trilles internes, appelé encore éperon. C'est un appendice servant à brosser les antennes pour mieux communiquer. Il est situé à l'extrémité du tibia des pattes antérieures. Dans cette section, on va parler un petit peu sur le toilettage chez la fourmi. Quand vous apercevez que la fourmi s'arrête brusquement, c'est que le moment de toilettage est venu. Si leurs sensiles que nous avons vus précédemment sont sales, les fourmis seront incapables de sentir la nourriture, de suivre les traces des phéromones ou de communiquer. C'est pour cela elles passent tout leur temps à maintenir leurs antennes propres.
Les fourmis se déplacent en groupe et lorsqu'elles se rencontrent, elles s'échangent des informations en touchant les antennes. Lorsque le trafic est faible, les fourmis utilisent un seul trajet. Mais quand elles sont nombreuses, elles empruntent une double voie. Mais comme vous voyez ici, où il y a une seule voie, la corde à linge, comment peut-on alors aboutir à une conclusion scientifique suite à cette constatation? Par ailleurs, les fourmis augmentent la vitesse lorsqu'ils sont plus nombreux à circuler. La fourmi qui trouve une pierre ou quelque chose au milieu du trajet, elle l'enlève et continue son chemin. Chaque fourmi est consciente de ce principe afin de maintenir la route libre pour la circulation. C'est le code de la route. En cas de collision ou d'un danger, elles communiquent entre elles sur l'état d'un tel incident pour prendre des précautions nécessaires afin d'éviter l'embouteillage. En fait, l'embouteillage n'existe pas chez les fourmis. Mieux encore, plus il y a d'individus sur les routes, plus ils accélèrent très vite. Afin de ne pas ralentir le trafic, les fourmis utilisent toutes les voies possibles. Vous voyez à l'écran comment cette fourmi essaye d'éviter tout incident avec ses congénères. Comme vous constatez, même si les carambolages augmentent inévitablement avec la densité, la vitesse du trafic ne faiblit pas. Enfin, la fourmi, elle ne se perd jamais car elle a un GPS dans le cerveau. Les fourmis se déplacent avec une harmonie extraordinaire qui est basée sur la coopération entre les individus. Je vous laisse maintenant méditer ces comportements. Regardez bien cette fourmi, elle va faire un aller-retour que je trouve pas normal. Je vais colorer son abdomen en couleur rouge pour mettre en évidence cette constatation. C'est parti. Regardons un peu, encore une fois. Vous voyez? Voilà. Il tourne encore. Regardez.
Parlons maintenant des mandibules de la fourmi. Les deux mandibules de la fourmi sont dirigés vers l'avant et ils sont actionnés par des muscles puissants selon les espèces. Elles servent à broyer de la nourriture, mais aussi à pincer, couper, déchirer et transporter les proies et matériaux. Grâce à leurs antennes, les fourmis échangent des informations quant à la source et la qualité de la nourriture. La fourmi moissonneuse que vous voyez ramasse des graines dans des greniers souterrains. Les fourmis adultes décortiquent et mâchent ces grains afin d'en obtenir une pâte comestible pour nourrir les larves. Grâce à son squelette externe, la fourmi granivore peut tirer et porter des poids énormes par rapport à sa taille. La fourmi change de couleur. En raison de leur abdomen semi-transparent, il est possible de voir une fourmi changer de couleur selon la nourriture qu'elle a ingurgitée. Les fourmis sont des créatures hors du commun. Elles peuvent supporter 60 fois leur propre poids. La fourmi possède deux estomacs. Le premier est pour la digestion de sa nourriture qu'elle ingurgite. Le second est pour stocker la majeure partie de la nourriture pour aider les autres fourmis à se nourrir. Le transfert de la nourriture entre fourmis se fait à travers la bouche et s'appelle la trophalaxie. Certaines fourmis ferment leur mâchoire à plus de 230 km/h. La fourmi, quand elle tombe par terre en chute libre, elle ne mourra jamais.
Certaines fourmis peuvent résister à des températures supérieures à 50 degrés Celsius. Le régime alimentaire de la fourmi est très varié. Selon les espèces, la fourmi peut être herbivore, carnivore ou polyphage. J'ai pris ici quelques espèces de fourmis au Maroc pour finaliser cette section sur les mandibules. La fourmi majeure que vous voyez ici, appelée encore soldate, a pour mission de défendre la colonie contre des ennemis, mais aussi de conquérir de nouveaux territoires pour plus de nourriture dont la cité a besoin. Partout dans le monde, on trouve du bien et du mal. Dans ce domaine des fourmis, il y a des espèces qui prolifèrent rapidement suite au changement climatique, en causant des dégâts écologiques et économiques importants. On compte actuellement 19 espèces de fourmis envahissantes dans le monde. Parmi les plus grandes dévastatrices, il y a Monomorium destructor, Solenopsis indica, Paratrecina longicornis, Solenopsis geminata et Monomorium pharaoni. Ces genres de fourmis peuvent endommager les équipements électriques, les habitations et piquer les êtres humains en causant des risques de choc anaphylactique et la mort de la personne empoisonnée. D'autre part, il y a des tueurs très dangereux comme la fourmi bulldog. Cette fourmi est capable de tuer un homme en 4 minutes. D'autres, elles peuvent tout ravager dans leur passage. Ce sont les fourmis légionnaires d'Amérique. Ces fourmis légionnaires forment des colonies nomades et leur déplacement est destructeur à tous les niveaux. Ces terribles fourmis excitantes
mélange le brun et le noir. La puissante Pachicondella mesure près de 2 cm et est très agressive. La Paraponera, qui mesure environ 3 cm, est aussi dangereuse pour l'homme. Sa piqûre est très douloureuse pendant 24 heures. Actuellement, les pesticides et les insecticides constituent une menace pour la faune, la flore et même pour l'homme. Il y a longtemps, on utilisait les fourmis pour protéger les récoltes des insectes prédateurs. En Chine, la fourmi tisserande est dégustée et aussi utilisée dans la composition de nombreux remèdes. Les fourmis rousses des bois chassent également de nombreuses espèces nuisibles aux plantes. Plusieurs espèces de fourmis, comme la fourmi bulldog que j'ai dessinée sur ce tableau et la fourmi dite parasol, sont utilisées dans la recherche médicale car elles produisent toutes des antibiotiques. Une fois vous imprégnez un tissu d'antibiotiques naturel émis de la fourmi et vous le placez sur la blessure, la guérison est vraiment assurée. Les chercheurs rappellent que l'invasion biologique constitue la plus grande menace pour la biodiversité, d'où la nécessité de contrôler l'invasion d'insectes exogènes et de procéder aux techniques de prévention au niveau des frontières. Vieilles de plus de 100 millions d'années, les fourmis sont réparties sur toute la Terre. Elles se déplacent et agissent avec une étonnante harmonie. En observant leur comportement, elles nous inspirent même d'un fonctionnement coopératif qui relève d'un secret divin. Professionnels de l'agriculture, de la chasse et du travail collectif, leur fonctionnement communautaire est extraordinaire. Elles jouent un rôle important dans la conservation de l'environnement naturel et représentent un modèle d'organisation et de la communication ultra parfait. Les fourmis ont un rôle essentiel dans les écosystèmes au niveau de la structure du sol et dans la régulation de la population des insectes. On a découvert des vertus thérapeutiques du venin de la fourmi pour certains cas de maladie chez l'être humain. Je m'adresse à tous les myrmécologues pour les remercier, tout en leur demandant leurs appréciations et leurs commentaires à cette émission que j'ai réalisée sur les fourmis. Merci.